Donc c'est la 30e présentation. Voilà, envoyez-nous la dernière. Oula, ça a déjà avancé. Donc très bien, donc on va finir sur les données en vraie vie dans les occlusions veineuses rétiniennes, donc les données du registre FRB dont j'ai parlé ce matin par rapport à l'œdème maculaire diabétique. Et on a également un module dans les occlusions veineuses, et donc je vais vous parler d'une étude qu'on a réalisée et qui a concerné donc les résultats à 1 an des occlusions veineuses rétiniennes dans ce registre. Alors tout d'abord, on classifie bien sûr les occlusions de veines rétiniennes en 3 classes. Les occlusions de branche, qui sont la majorité des cas, les occlusions centrales de la rétine, dans 32% des cas environ selon les études, et dans de rares cas, ça peut être donc des hémi-occlusions veineuses, et c'est un peu plus rare, aux alentours de 10%. Dans ces 3 cas, bien sûr, on aura soit des injections, soit donc, pour l'œdème maculaire diabétique, enfin l'œdème maculaire, et s'il y a de l'ischémie, on proposera du laser. Mais ce qui est important de savoir, c'est que dans la plupart des études pivotales, en particulier dans les anti-VEGF, les corticoïdes dans l'occlusion veineuse rétinienne, on n'a pas vraiment de données spécifiques dans les hémi-occlusions de veine. Donc on ne sait pas trop comment, en tout cas, spécifiquement dans cette forme-là, les résultats des traitements intravitréens sont à 1 an. Et donc, on a regardé ça en vraie vie dans le registre Fight Retinal Blindness, avec donc une cohorte de patients qui sont issus de centres en Australie, Nouvelle-Zélande, en Europe plus particulièrement. Et on a regardé donc les résultats dans chaque forme d'occlusion de veine, donc des occlusions de veine qui ont été traitées par anti-VEGF. Et déjà, à baseline, on voit que les hémi-occlusions de veine ont des acuités visuelles qui sont similaires aux occlusions centrales de la rétine, avec donc 52 lettres dans les occlusions centrales de la rétine et 54 lettres dans les hémi-occlusions, alors que dans les occlusions de branche, on a des acuités visuelles qui sont un petit peu plus importantes. Concernant l'épaisseur centrale rétinienne à baseline, on voit que les hémi-occlusions se situent entre les deux autres formes de branches avec donc des épaisseurs centrales rétiniennes un petit peu moins importantes et dans les occlusions centrales, des épaisseurs centrales rétiniennes plus importantes. Et au niveau des résultats, on voit que les 3 groupes sont similaires au niveau du nombre de patients qui ont été suivis sur 1 an, avec un peu plus de 85% de patients qui ont suivi à 1 an. On a une proportion de switch dans ces 3 groupes qui sont similaires, et ces 3 groupes ont reçu un nombre médian d'injections qui sont également comparables. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les hémi-occlusions de veine ont des résultats visuels qui sont supérieurs aux occlusions de branche et également aux occlusions centrales de la rétine. Et au niveau des résultats anatomiques, on voit que également ces hémi-occlusions répondent très très bien aux anti-VEGF, avec donc moins 230 microns à 1 an, avec donc des résultats qui sont un petit peu moins importants que les occlusions de branche, mais qui sont similaires aux occlusions centrales de la rétine. Et pour discuter ces cas, en fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est ce que ça implique au niveau du problème que ça implique, c'est que la plupart des études, en particulier les études pivot, Bravo ou Vibrant, incluaient les hémi-occlusions de veine dans le groupe occlusion de branche. Et donc, on peut avoir un biais sur les résultats visuels dans certaines études qui incluent en fait soit les hémi-occlusions dans les groupes occlusion de branche ou dans les occlusions centrales de la rétine. Par exemple, l'étude Vader et al. Qui a comparé le bevacizumab et le ranibizumab, eh bien, on voit que, de manière un petit peu bizarre, ils avaient des résultats visuels dans le groupe CRVO qui étaient vraiment très très élevés et quasi similaires aux occlusions de branche, parce qu'en fait, ils avaient inclus dans ce groupe-là 31% d'hémi-occlusions veineuses rétiniennes.
Donc, les conclusions de cette étude, pour terminer cette présentation, eh bien, on voit que les hémi-occlusions de veine ont des résultats supérieurs au niveau visuel par rapport aux autres occlusions de veine, aux autres types d'occlusions de veine, quand ils sont traités par anti-VEGF en pratique clinique courante à 1 an. Ce qu'on peut retenir, c'est que les hémi-occlusions de veine ont souvent un profil similaire aux occlusions de branches, aux occlusions centrales de la rétine, excusez-moi, initialement. Et après, ils répondent très très bien, comme une occlusion de branche. Et donc, c'est assez intéressant en pratique clinique courante de savoir cela, et pour également interpréter les résultats des traitements dans les occlusions veineuses rétiniennes. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Gabriel. Est-ce qu'on a des questions? Une question, je crois qu'on a rattrapé le temps là, hein, Isabelle, on est bon là. Est-ce qu'il y a une question? Sinon, moi j'en ai une, mais je vous laisse. Non, il n'y a pas de question. Alors, donc comment on explique cette différence avec les hémi-occlusions, Monsieur Gabriel, sur le plan... Tout à fait. Alors c'est une hypothèse, hein, mais on peut peut-être l'expliquer par le fait qu'il y a des anastomoses qui se forment, en fait des anastomoses véno-vénulaires en périphérie pour les hémi-occlusions, mais également au niveau du nerf optique, ce qui peut peut-être expliquer que, on va dire, ces patients présentent peut-être des œdèmes maculaires moins importants, moins résistants, avec des meilleurs gains visuels par rapport à une occlusion de branche ou centrale rétinienne. Ok, probablement il y aura à creuser un petit peu plus, mais merci beaucoup. Et je vous demanderai toutes et tous d'applaudir Isabelle, qui a fait un super congrès qui en plus finit à l'heure. Ouais, incroyable. J'ai eu un peu peur ce matin. Merci, oui, oui.